Le 4 octobre dernier, le physicien français Alain Aspect s'est vu décoré du plus prestigieux prix scientifique du monde, le prix Nobel. De physique donc, vu qu'il est physicien. Somme toute assez logique jusque-là. Ajoutant donc son nom à la prestigieuse liste des prix Nobel de physique, aux côtés de, excusez du peu, Anna de Armas, Arnold Schwarzenegger. Yann, je vais te couper l'accès au drive, c'est pas possible, tu peux pas venir foutre tes doigts dans mes scripts comme ça là, c'est la physique, pas le physique. Bah ouais ma poule, mais bon, en même temps, excuse-moi d'essayer de rendre tes vidéos un peu plus intéressantes. Hein. Bref, donc non, aux côtés d'autres grands noms prestigieux comme Madame Marie Curie ou encore Monsieur Albert Einstein. Et il est français pur jus, avec l'accent du sud-ouest et tout. Hein. C'est un gars extra, toujours souriant, sauf quand on va y revenir dans la prochaine vidéo. Bref, le gars qui mérite vraiment sa médaille. Et vraiment, c'est le genre de gars dont on devrait parler en boucle dans toutes les écoles à tous les gamins. Un exemple à montrer et à encourager. Il a été décoré conjointement avec l'américain John Clauser et l'autrichien Anton Zeilinger, deux autres tronches qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité, selon le souhait du créateur du prix Alfred Nobel. Donc tout irait pour le mieux, sauf que je reste un peu chonchon quand même. C'est certes une très belle victoire, une vraie fierté nationale, mais ça n'a pas la portée incroyable que ça aurait dû avoir. Parce que c'est tout le problème avec la mécanique quantique. On bite rien. Alain Aspect a été décoré, je cite, pour ses expériences avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière vers l'informatique quantique. Voilà. On panne, que dalle. Seulement 3 concepts, mais pour le grand public, c'est du Weshden le truc là. Photons intriqués, violation des inégalités de Bell, c'est mort. Les gars plient la carte directement. À la rigueur, ça se connecte un petit peu au niveau informatique quantique, et encore. Si, j'ai réalisé un sondage autour de moi que je déclare totalement représentatif sur 17 personnes à cet énoncé du comité Nobel. Et donc 4 sont décédés, hein, et sur les conseils d'un des plus grands scientifiques du monde, je les ai écartés de l'étude donc. 5 ont déclenché des saignements de nez à l'évocation de l'intrication quantique. 7 ont appelé la police pensant que je les agressais quand j'ai parlé des violations des inégalités de Bell. Si vous matez les commentaires de ma vidéo news du lundi, vous verrez le nombre de gens déjà même pas capables de lire un calendrier. Alors allez comprendre une double négation sur une expérience inconnue. Et 21 m'ont prié d'aller me faire fiche avec mes concepts de sauvage. Un s'est vaguement montré intéressé à l'évocation de l'informatique quantique, mais il avait compris choc à pic. Ah bon, c'était pas ça? Non. Il y a un vrai problème de vocabulaire. Si t'entraves déjà pas la moitié des mots, c'est un poil velu d'arriver derrière à choper des concepts pourtant très concrets et finalement très familiers dans notre vie de tous les jours. Pour certains. Si je vous parle de fonction d'onde, eh ben je peux vous garantir que vous savez absolument tous ce que c'est, une fois qu'on l'a présenté avec des mots de tous les jours. Tu pensais que c'était la physique qui te posait problème? Bah non, en fait c'était le français. À la fin de cet épisode, je vous garantis que vous aurez tous compris des concepts obscurs jusque-là, juste à cause d'un choix de mots éclatés au sol. Dans 20 minutes, vous pourrez partager cette vidéo à vos grands-parents tranquilles et en parler autour du poulet puré de dimanche. Quoi? Qu'est-ce que je lis là? Quoi? Non mais les gars, faites un effort. Quantique déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que votre passe-temps, ça évoque un truc d'intello, de physicien dans des laboratoires obscurs. Si en plus vous prenez des mots qui veulent rien dire, non, faut être plus bandant que ça. Quantique. Alors, aucun mot de la langue française n'y ressemble. Enfin, si, c'est dimanche, 11h, l'heure de la messe. Vous devriez être en train de chanter des cantiques, justement, au lieu de mater mes vidéos, bande de mécréants. Mais non, c'est homonymie. Pas la même racine, rien à voir. Et juste à cause de ça, déjà, on en perd la moitié. Ça met une barrière. Si tu dis dans la cour d'école que tu kiffes la mécanique quantique, les gros cons du club des bourrins vont t'enfermer dans ton casier. Alors que la mécanique quantique, c'est vraiment très cool. C'est même probablement le truc le plus cool du monde. Mais donc, quantique, d'où ça vient? À la fin du 19e siècle, on a 2 lois fondamentales qui expliquent comment fonctionne le monde. L'électromagnétisme de Maxwell et la gravitation de Newton. Tout le monde est pépouze, ça explique à peu près tout ce qu'on observe autour de nous, non? Presque. Et de ces lois découlent tout un tas de formules et théories qui fonctionnent très bien. Basta, on va pas commencer à faire du mauvais esprit. Bon, et bah si. En 1880, un certain Max Planck se dit qu'il avait envie d'observer le rayonnement émis par des corps chauds. Toi, tu vas aux champignons quand tu t'emmerdes, lui, il observe la couleur qu'a le métal quand il est chaud.
Chacun son délire. Comme il y a une formule mathématique pour tout, il regarde le résultat que donne la dite formule à 600 degrés, puis à 1000 degrés. Et là, il se rend compte que la théorie ne colle pas aux observations. Les formules découlant des deux lois des deux guignols sont soit fausses, soit incomplètes. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, selon la physique classique, un feu de cheminée devrait balancer des rayons X mortels. Les formules de la physique classique fonctionnent pour cette partie-là du spectre, mais après, ça devient n'importe quoi. La catastrophe ultraviolette, ils ont appelé ça. Je vous embête pas avec ça, je vous mets les liens en description si vous voulez un peu de lecture pour en savoir plus. Et donc les formules c'est très bien, mais si tu vois que les gens ne décèdent pas autour du barbecue, c'est que soit les calculs sont pas bons, Les calculs sont pas bons, Kevin. soit c'est la formule qui dope du cul. Planck échafaude alors la théorie que la lumière est émise par paquets d'énergie et résout le problème. Sa nouvelle formule à base de paquets fonctionne très bien et prédit toutes les observations mieux que celles de Maxwell. Et ces paquets, il appelle ça des quanta, venant du grec. Un quantum au singulier, comme dans Kabuki Quantum Fighter, ou Code Quantum. Quanta qui donnera donc l'adjectif quantique. Donc voilà, déjà ce mot barbare, c'est juste pour dire paquet. La physique par paquet. Donc je reviendrai plus tard avec une vidéo dédiée sur tout ce patachouek. J'ai pas envie de vous embrouiller là aujourd'hui. Je veux juste vous montrer que tout ça, en fait, c'est vraiment à votre portée, même nul en science. C'est le français le problème, pas la science. La physique quantique, c'est la physique par paquet, donc, et ça veut toujours rien dire, mais au moins, on zappe un mot trop exotique. Un autre truc qui bloque mes interlocuteurs à chaque fois que j'en parle, c'est la notion de fonction d'onde. Alors que pourtant, c'est quelque chose que vous connaissez tous par cœur. Alors, si comme moi, t'as eu des profs de maths déplorables, pas que, mais certains, déjà, rien que le mot fonction, tu te fais une fracture du néocortex. Mais en étant un peu curieux, on se dit alors qu'avec Internet, on a accès à tout le savoir du monde, et qu'on devrait pouvoir trouver une explication un petit peu plus simple. Tapons donc fonction d'onde dans Google. Et donc le premier résultat de Wikipédia. La fonction d'onde est un des concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Jusque-là, c'est bon, on a vu, mécanique quantique, ça fait plus peur, tout va bien. Elle correspond à la représentation de l'état quantique, psi de t, d'un système d'une base de dimension infinie, en général celle des positions R. Ok. Dans ce dernier cas, elle est notée psi de RT, qui par définition correspond à psi... Ok, très bien. Elle correspond à une amplitude de probabilité, en général de valeurs complexes. Non mais... Je trouve quand même pas très coopératif, mais bon, poursuivons. La probabilité de trouver une particule au voisinage de la position R à l'instant t est alors proportionnelle au carré du module de la fonction. Mais putain les gars, vous pouvez pas faire un effort, sérieusement quoi? Dites-le si vous voulez pas qu'on fasse partie de votre petite bande. Parce que moi, quand je lis ça, j'ai juste l'impression de faire un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux spinoïdes. Sérieux, faites un effort, merde. C'est cool votre discipline là, il y a juste à faire un petit effort sur le packaging. Mais donc, comme je vous l'ai dit, au-delà de tout ce galimatia, vous connaissez tous cette notion par cœur et vous l'expérimentez tous les jours. Je vais prendre un exemple. James Bond. Oui, James Bond. Daniel Craig est parti, il faut donc lui trouver un remplaçant. Pour le moment, le plus célèbre des agents secrets, ça peut être tous les acteurs britanniques. David Tennant, Matt Smith, Peter Dinklage même, Chris Hemsworth, si, australien, ça marche aussi, si, George Lazenby, Tom Hardy, un temps pressenti, Emma Watson, tout le monde peut être le prochain James Bond. On comprend parfaitement cette situation, il y a plein de possibilités, et pour le moment, elles peuvent toutes être vraies. Eh bien ça, c'est la superposition d'états. Superposition quantique. Le fameux chat de Schrödinger. Son greffier est à la fois mort et vivant. James Bond, actuellement, est à la fois Peter Dinklage et Emma Watson. Par contre, on est d'accord que tous ces acteurs n'ont pas la même chance de pouvoir incarner au final le personnage. Rowan Atkinson est dans la superposition d'état, mais il a peu de chances d'y arriver. Et en vrai, même si je trouve ça extrêmement dommageable, Peter Dinklage également. Par contre, Tom Hardy ou Tom Hiddleston, c'est déjà plus crédible. On va donc avoir une courbe avec des probabilités de réussite plus ou moins élevées selon chacun. Eh bien ça, c'est la fonction d'onde. Et comment ça se traduit dans la mécanique quantique? Prenons le cas d'un électron par exemple. À l'école, on a pris l'habitude de représenter les électrons comme étant une sorte de petite bille tournant autour du noyau. Mais dans la réalité, l'électron n'est pas à un endroit précis. Il faut plutôt se le représenter comme étant un nuage d'électrons. Il est dans une infinité d'états autour du noyau. Et genre vraiment, c'est pas juste une représentation de l'esprit. Tant qu'on ne l'observe pas, un électron est un nuage autour du noyau. Ça, c'est la superposition d'états. Il est à la fois à droite, à gauche, au-dessus, en dessous du noyau. Et c'est au moment où on l'observe qu'il se matérialise à un endroit précis. Et il y a une probabilité plus ou moins importante qu'ils apparaissent à tel ou tel endroit au moment de l'observation. Comme il y a une certaine probabilité que tel ou tel James Bond apparaisse au moment de la signature du contrat. Tant que le contrat n'est pas signé, tant qu'on n'a pas observé l'électron, James Bond peut être n'importe qui avec
une probabilité plus ou moins forte que ce soit lui ou lui. Alors bien entendu, une fois de plus, tout ceci est très schématisé, mais je trouve que c'est une très bonne manière de se représenter comment se comportent les particules, électrons ou photons par exemple. Encore une fois, c'est le mot mécanique quantique qui pose problème, qui fait peur, mais vous voyez que sur le principe, les notions sont parfaitement compréhensibles et qu'on se les représente très bien. Et c'est également une très bonne méthode pour se représenter la manière dont notre cerveau fonctionne. Alors, je sais que dans notre société, tout est fait pour produire une pensée binaire, 0 ou 1, pour ou contre, vive la petite sirène noire ou t'es un facho, le nucléaire ou l'éolien, la nuance a totalement disparu. Tu peux pas être 80% pour un et 20% pour l'autre, ça existe plus ça. Et les institutions ont beaucoup fait pour ça d'ailleurs. Dans la justice, si tu n'es pas 100% coupable, tu es innocent. C'est jamais des courbes, c'est des paliers, comme pour les impôts. Tu gagnes 9 999 €, tout va bien, tu gagnes 10 000 €, tu passes un palier. 0 ou 1, il n'y a pas de lissage. Et fatalement, un peu tout ça pousse à raisonner binaire. Les raisons sont multiples, c'est pas le débat ici, mais effectivement, c'est plus simple de faire rentrer un blanc ou noir dans 280 caractères que d'expliquer une nuance. Et c'est également plus simple pour certains de comprendre noir ou blanc, parce que même 280 caractères pour certains, c'est déjà trop long à lire. Mais notre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Récemment, j'ai pu échanger avec des gens qui ne me connaissent pas, mais qui arrivaient surprenamment à cette conclusion. En tant que Parisien, le vélo est LA solution pour moi. Bon, pas d'équivoque, pas la meilleure solution, une des plus favorables, ou juste fermer ta gueule accessoirement. Non, la solution. 0 ou 1. Plot twist, si la réponse est la solution, faut revoir ta copie, gars. Ou aller postuler dans la F1 ou l'aéronautique. Les milliers d'ingénieurs qui cherchent les compromis, qui font des calculs quantiques, ont besoin de ton éclairage inédit. Donc non, tout n'est que compromis, fonction d'onde, pour arriver à la solution la plus profitable, une solution idéale, pas parfaite. Et notre cerveau fonctionne donc comme ça, parce qu'il est feignant, lent et gourmand. Il a besoin de beaucoup d'énergie pour faire des calculs simples, de la manière la plus directe possible. Et donc pour ça, il va prendre des raccourcis, là où un ordinateur classique ira effectuer toute une série de calculs bourrins pour tester toutes les possibilités et déterminer laquelle est la bonne. Quand tu croises ta mère, tu sais immédiatement que c'est elle. Pas besoin de passer en revue toutes les femmes que tu connais pour comparer leur visage pour arriver à cette conclusion. Si on reprend l'exemple de James Bond, pour l'instant, on a un paramètre. Choisir un acteur britannique. Et selon la nouvelle direction que la production veut donner à la saga, des acteurs potentiellement les plus évidents pourront être immédiatement écartés. Par exemple, si on veut partir sur un James Bond très jeune, tous ceux de plus de 40 ans, même s'ils peuvent parfaitement incarner le rôle, seront immédiatement écartés. Pareil si la production préfère un inconnu à une méga star. La saga a connu plusieurs cycles avec une alternance de James Bond plus froid et violent et d'autres plus fun. On peut donc partir du principe qu'après Daniel Craig, on va partir sur un personnage plus fun. Prenant en compte ce nouveau paramètre, Tom Hardy, un temps pressenti, devient hautement improbable. Et on peut rajouter tout un tas d'éléments comme la disponibilité de l'acteur, le côté bankable et certains petits paramètres de surprise, comme l'a été Daniel Craig d'ailleurs à l'époque. Et s'ils veulent une femme, la probabilité que ce soit tous ces mecs-là tombe à 0. En même temps que la possibilité que ce soit Emilia Clarke s'envole. Je veux que ce soit Emilia Clarke en James Bond si c'est une femme, à défaut de Anna de Armas qui n'est pas britannique. C'est vraiment primordial de comprendre que notre cerveau fonctionne comme ça et doit fonctionner comme ça. Nous ne sommes pas faits pour faire un travail répétitif d'ordinateur. On ne peut pas enchaîner des séries interminables de calculs pour prendre une décision. Nous ajustons des variables de manière quantique et les ordinateurs classiques ne sont pas faits pour réfléchir à des problèmes complexes comme ça. Et cela vaut pour l'ensemble des décisions qu'on prend dans notre vie. Un ensemble de facteurs qui en arrive à une solution idéale et totalement remise en cause actuellement du fait de la pénurie d'essence par exemple, et donc de nouveaux paramètres vont devoir être pris en compte. Ce n'est jamais binaire. On peut toujours continuer à prendre sa voiture, mais d'un coup, certaines contraintes deviennent plus importantes, comme le fait de faire la queue 4 heures à une station-service, plutôt que finalement de perdre un peu de temps à vélo ou prendre les transports. À vous d'ajuster la variable qui vous semble la plus importante. Réfléchir en binaire, c'est s'enfermer dans ses habitudes, et c'est rarement prendre la meilleure décision. Et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de blocages se font, parce qu'on ne réajuste pas notre réflexion et qu'on n'accepte pas la nuance. Et donc dans le cas du mode de déplacement par exemple, comme vous le savez, moi je suis à moto. J'estime que c'est le meilleur moyen de transport, le plus efficace, le plus rapide pour moi, vu mes contraintes, sans compter le plaisir que ça me procure de conduire ma moto. Il y a certes des contraintes niveau pratique, comme la météo bien entendu, les limites de ce que je peux transporter, le matos, le casque, la veste que je suis obligé de m'attramaler avec, le pantalon l'été quand il fait 40 degrés, la pollution que ça engendre, etc. J'ai résolu une bonne partie de ces problèmes avec l'équipement adapté, avec des top cases pour ranger le matériel. Pour l'instant, le problème de la pollution ne peut pas être réglé, je suis obligé de rester au thermique parce que je n'ai pas la possibilité d'installer une borne électrique pour changer de type de motorisation.
on en a déjà parlé et on y revient très bientôt, mais ça reste une solution idéale pour moi. À 80-90% idéal selon les cas. Mais par exemple, selon où je travaille, un simple ajustement d'une variable fait tomber ce rapport à 50-50 par rapport au transport en commun par exemple. J'ai autant d'avantages que d'inconvénients dans les deux cas. Le paramètre le plus important pour moi étant actuellement le temps. Mais ça c'est pour ma situation donnée actuelle. J'ai grandi à la montagne, à la neige, et donc cette solution n'était bien entendu pas viable. On ne peut pas faire de la moto l'hiver quand il fait moins 10 degrés. J'avais donc obligatoirement une voiture, puisqu'en plus il n'y avait pas de solution de transport en commun. Aujourd'hui à Paris, la voiture qui m'était indispensable à la montagne n'est plus une option. J'ai une fille et le matos que j'ai à transporter pour mes tournages, la moto me suffit largement. Mes contraintes de temps sur le trajet ne me font pas perdre énormément de temps en transport par rapport à la moto. Par contre, pour d'autres trajets, passer de 20 minutes à moto à 1h30 en transport en commun n'est simplement pas viable. Sauf en mode week-end, où là j'ajuste une nouvelle variable, là j'ai potentiellement plus de temps à perdre dans les transports pour gagner un peu de confort et économiser par exemple un peu de pollution. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est comme ça que doivent se faire toutes nos réflexions. Notre réflexion humaine avec notre cerveau humain navigue systématiquement dans cette fonction d'onde entre la possibilité de voir apparaître telle ou telle solution en fonction de tout un tas d'éléments extérieurs. Tous les choix s'offrent à nous jusqu'au moment où on doit prendre une décision. La fonction d'onde jusqu'au moment où on détecte notre électron. Nous réfléchissons en mode quantique, on n'a pas le choix, et opposer par exemple le nucléaire et l'éolien est une connerie. Traiter quelqu'un de fasciste dès qu'il émet une nuance dans votre réflexion est une connerie. Donner une réflexion binaire à un sujet complexe est forcément une aberration. Dire que ma chaîne est mieux que celle de Yann est une évidence. Mais il y a forcément un peu de mieux chez lui que chez moi. Enfin bon, je vous laisserai chercher, mais je suis sûr que vous allez trouver un truc. Et c'est pas 100% ma chaîne est mieux. C'est forcément une nuance du genre 80-20. Pour prendre la meilleure décision possible, on va donc mettre chacun des paramètres qui nous concernent. Et si vous savez pas lesquels, petite astuce, c'est généralement tous ceux qui sont systématiquement oubliés par les anonymes random des réseaux sociaux qui viennent vous donner leur avis sur votre vie. Et chacun de ces paramètres qui vous aident à prendre une décision dans votre vie, si on les fout dans un ordinateur quantique, c'est ce qu'on appelle un qubit. Et là, voilà un exemple concret. Vous savez qu'il y aurait eu une vanne pourrie chez Yann. Mais ici, qui est une chaîne familiale de qualité, non. Un ordinateur classique fonctionne avec des bits 0 ou 1 et on va donc avoir besoin de 10 bits pour pouvoir écrire tous les nombres de 0 à 1000. Là où un qubit suffira puisqu'il peut être dans une infinité de positions entre le 0 et le 1, mais on y revient dans 15 jours dans une vidéo dédiée. Si les ordinateurs quantiques sont pour le moment en phase d'expérimentation malgré quelques résultats déjà satisfaisants, l'électronique telle qu'on la connaît est aussi une application concrète de la mécanique quantique. Les transistors, les semi-conducteurs, les écrans tactiles appliquent directement les effets de la mécanique quantique. Le laser, pour des applications industrielles, des centrales de fission à nucléaire 4e génération ou de fusion nucléaire, pour des applications médicales ou tout simplement pour lire tes Blu-ray, découlent des propriétés directes de la mécanique quantique. Les IRM, ces super machines pour te scanner l'intérieur sans avoir à t'ouvrir la bidoche, mécanique quantique. Il y a 2 épisodes prévus d'ailleurs sur ça, sur les IRM, les échographies, les radios, et tous ces trucs pour observer votre beauté intérieure. Et ça sera présenté par Cara, parce qu'il y a une anecdote marrante à ce sujet. Abonne-toi. Les microscopes électroniques qui permettent d'obtenir des images toutes pipou de ces sortes de sacs d'aspirateurs microscopiques découlent de propriétés directes de la mécanique quantique. Il y a les microscopes électroniques à balayage et certains à effet tunnel. L'effet tunnel, c'est une propriété très utilisée où un électron peut par exemple se téléporter sur une très courte distance. Il est là et pouf pouf, il est là. Selon encore une fois une certaine probabilité. Et cette application est très utile. Encore une fois, on y revient très bientôt. Les lunettes de soleil à filtre polarisant également utilisent les propriétés quantiques de la lumière. Tout comme les lunettes 3D d'ailleurs. Dans la nature, on retrouve aussi certaines propriétés quantiques visibles à l'œil nu, comme le côté iridescent de certaines ailes de papillon, ou tout simplement une goutte de rosée posée sur un brin d'herbe qui reste en boule au lieu de s'étaler, dû au comportement des électrons à sa surface. Entre ces images toutes mimi, les applis de rencontre, les stripes comme ça, oui, la mécanique quantique vous aide aussi à pécho. Et maintenant, ça y est, j'ai votre attention. C'est fou ça quand même, faut forcément parler de cul pour vous intéresser.
On a vu que comprendre la mécanique quantique était plus un souci de terme qui pose des problèmes de compréhension plutôt que de physique en elle-même. Les exemples de ces manifestations sont très nombreux autour de nous, on les expérimente tous les jours et surtout la théorie prédit avec une précision incroyable le comportement des particules et donc de ces applications technologiques dont on se sert tous les jours. En ça, c'est justement une des théories à mon sens les plus simples et efficaces à comprendre pour peu qu'on donne envie de s'y pencher. Il n'y a vraiment rien d'effrayant à essayer de comprendre la mécanique quantique, à s'intéresser un peu à cette manifestation naturelle qui nous apporte tant. Et surtout à comprendre que non, un stage de rééquilibrage quantique vendu par des connards ne va pas faire passer votre cirrhose du foie. Ces salopards jouent volontairement sur le côté opaque des mots pour rééquilibrer leur compte en banque, c'est tout. Et d'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas que si vous avez du pognon qui encombre, il reste encore un peu de place sur mes Utip et Tipeee pour m'aider à produire ces vidéos. D'ailleurs, je tiens à remercier nommément, personnellement et infiniment 3 tipeurs, vous êtes complètement des ouf les gars. Justin Vidéoman, le coin de 1, oui ok, pourquoi pas, et Ongsatu Anoduna, merci infiniment, je sais même pas quoi vous dire tellement vous êtes des ouf, tellement je suis content de me lever le matin grâce à vous pour pouvoir faire mon travail. Merci, merci, merci les gars. Bon, mais avec tout ça, on n'a pas encore parlé d'intrication quantique, qui a permis donc à notre bon professeur Aspect de décrocher la plus haute distinction scientifique. Et bon, là, j'avoue que pour le coup, on n'a pas là d'exemple concret d'un tel phénomène observable directement dans notre monde de tous les jours. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir la semaine prochaine dans une vidéo entièrement dédiée à ce problème physique, aux expériences et à ces fameuses violations d'inégalité de Bell démontrées par Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger.